Sénatrice Mégy. Okay. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, le discours du trône prononcé le 23 septembre 2020 titrait « Un Canada plus fort et plus résilient ». J'aimerais en rappeler deux des grandes lignes pour souligner les défis grandissants des communautés noires du Canada en ces durs temps de COVID. Je crois, sénatrice Mégy, je crois que votre micro est pas à la bonne place. Voilà. Ici, Merci. ça va? OK. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, le discours du trône prononcé le 23 septembre 2020 titrait « Un Canada plus fort et plus résilient ». J'aimerais en rappeler deux des grandes lignes pour souligner les défis grandissants de nos communautés noires du Canada en ces durs temps de COVID. Pour vaincre une pandémie, il faut du travail, de la détermination de tous les ordres de gouvernement, de chaque communauté et de chacun d'entre nous. Nous sommes immensément redevables à celles et ceux qui ont servi et qui servent encore en première ligne, souvent issus des communautés noires et immigrantes, du personnel de la santé aux autres travailleurs essentiels. Ces personnes assument la charge des soins et d'autres charges, trop souvent moins bien rémunérées. Pensons aussi aux femmes et aux hommes en uniforme, ainsi qu'aux bénévoles de partout au pays. Comme vous le savez, cette pandémie constitue la plus grave crise de santé publique que le Canada ait connue de son histoire. Plus de 22 000 Canadiens sont décédés en l'espace d'un an, près d'1 million de personnes infectées. Dans le monde, c'est plus de 2,5 millions de personnes qui ont été fauchées et plus de 120 millions de personnes atteintes. Mais ce ne sont pas que des chiffres. La pandémie, c'est l'histoire de parents qui sont morts seuls, sans leurs proches pour leur tenir la main. L'histoire de travailleurs qui ont perdu leur emploi. Les Canadiens racisés, les jeunes et les femmes ont subi le plus lourdement les pertes d'emploi. Les effets de cette crise ont été décrits comme une récession au féminin. Les campagnes de vaccination ont pris leur envol. Les mesures aux frontières se multiplient avec des quarantaines renforcées pour affronter les différents variants plus contagieux. Face à la montée constante du nationalisme vaccinal dans le monde, le risque de prolonger la crise sanitaire persiste. C'est maintenant que nous devons saisir l'occasion de participer à contenir la crise mondiale et à rebâtir en mieux ensemble. Il n'y aura pas de fin de pandémie sans un accès équitable pour tous au vaccin. Peut-être devrions-nous demander la levée des brevets. Après tout, ce sont des deniers publics qui ont subventionné les recherches et le développement des vaccins. À l'aube d'une troisième vague imminente prédite par nos autorités sanitaires, il est crucial de réitérer les mesures à respecter pour se protéger les uns des autres. Régulièrement bien se laver les mains et se désinfecter les mains, porter adéquatement le masque, c'est-à-dire en englobant le nez et la bouche, et garder une distance de 2 mètres entre nous. J'espère que ces mesures de base sont respectées scrupuleusement par tous, aussi bien à l'intérieur de cette chambre qu'à l'extérieur. C'est une question de vie et de mort pour nous-mêmes et pour notre entourage. Malgré le déploiement vaccinal au pays, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons atteindre une vaste couverture vaccinale avant de songer à un retour à la normale sans masque dans notre société. J'invite tous les intervenants publics, politiciens, médias et influenceurs à bien doser leurs critiques à l'égard du déploiement vaccinal au pays. Certains sondages font état d'une baisse de près de 10% de la proportion de Canadiens prêts à se faire vacciner. C'est très inquiétant. Nous devons peser les conséquences de nos propos à l'ère de la désinformation. En plus de l'influence des médias sociaux diffusant ces messages, d'autres facteurs influencent nos communautés noires au sujet de l'acceptation du vaccin. Pour contrer cette tendance, le groupe de travail des scientifiques noirs de Toronto sur l'équité en matière de vaccins cherche à pallier à une méfiance historique des communautés noires envers les vaccins. Il y a 2 fois plus de noirs que de blancs méfiants à l'égard des vaccins. Dans un article paru sur le site de Radio-Canada le 13 février dernier,
avec les informations de Nick Boisvert de CBC. On y apprend que la méfiance des Noirs envers les vaccins et les professionnels de la santé en général trouve ses racines dans différents événements historiques. Des chercheurs, des activistes et des patients ont aussi maintes fois dénoncé le racisme anti-noir dans le système de santé canadien. Malheureusement, cette semaine encore, une femme autochtone, Mme Ottawa, a fait l'objet de projets racistes de la part du personnel du CLSC de Joliette, ville où l'hôpital où est décédée Mme Joyce Echaquan. Donc, nous devons trouver des moyens pour redonner confiance à tous les Canadiens au système public. Le Bureau de santé publique de Toronto a évalué que les résidents noirs de descendance africaine et caribéenne présentent d'une part les taux les plus élevés d'infection à la COVID-19 et d'autre part les taux les plus élevés d'hésitation par rapport à la vaccination. Le lundi 22 mars prochain, je recevrai ma première dose de vaccin. Je tenterai, avec l'aide des organismes du milieu, de persuader les membres de nos communautés à recevoir le vaccin. Honorables collègues, je vous prie de médiatiser votre vaccination afin d'encourager tous les gens à recevoir leur vaccin dès que possible. Dans le discours du trône, un passage très important traite de la lutte contre le racisme systémique. Le gouvernement a promis de s'attaquer au racisme systémique et s'est engagé à le faire. Des améliorations devraient être réalisées dans l'ensemble des systèmes de police et de justice. Tous les Canadiens doivent avoir la certitude que le système judiciaire est là pour les protéger et non pour leur nuire. Ce n'est pas un secret que les Canadiens noirs et les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale. Il faut que ça change. Quand ce gouvernement prendra-t-il des mesures pour garantir que la justice pénale soit juste et égale pour tous les Canadiens? L'affaire Camara à Montréal a soulevé à nouveau qu'il est primordial que le gouvernement réalise ses promesses de renforcer la surveillance civile de nos organismes d'application de la loi et de mettre à niveau la formation des policiers et des agents responsables de l'application de la loi, notamment en ce qui concerne les normes pour le recours à la force. Honorable sénateur, j'ai eu l'honneur de participer à un panel portant sur le racisme et la santé mentale chez les jeunes des communautés noires du Canada. Je remercie la Fondation des médecins canado-haïtiens et Mosaïque interculturelle pour l'organisation des panels avec ces jeunes. Briser les tabous du racisme et la santé mentale n'est pas une mince affaire. Les jeunes noirs affrontent de multiples défis aujourd'hui. En cette période de la COVID, nos jeunes redoublent d'efforts et de rigueur pour persévérer à l'école. À cet égard, je veux souligner la contribution exceptionnelle de M. Réginald Fleury, coordonnateur des services pédagogiques du Centre de services scolaires de Montréal, qui est un maillon communautaire important contribuant à la persévérance scolaire. Je remercie aussi l'enseignante, Mme Georgette Isidore, pour la préparation de ma rencontre avec les jeunes de l'école Lucien Pagé de Montréal. Ce fut un honneur de pouvoir collaborer avec eux justement durant les journées de la persévérance scolaire au Québec. Parallèlement, les sénateurs Bernard, Jaffer, Moody et Ravalia ont aussi participé à une discussion virtuelle avec des étudiants de partout au Canada pour parler de l'importance du mois de l'histoire des Noirs et de la question du leadership dans leur communauté. Chacun d'entre nous a rencontré virtuellement des étudiants de nos provinces respectives avec le soutien de l'équipe S'engage de la direction des communications du Sénat. Cette année, le thème du mois de l'histoire des Noirs était « L'avenir, c'est maintenant ». En tant que parlementaires, nous devons prendre du temps avec nos jeunes pour qu'ils saisissent toutes les occasions qui se présentent à eux pour discuter et prendre conscience des enjeux sociaux actuels. Encourageons tous nos jeunes car ils façonnent maintenant notre avenir. Ce sont nos leaders de demain. Merci.